mardi, j'étais avec Stéphanie là-bas, à Montpellier. On faisait une prestation de facilitation et à la fin, Stéphanie m'a demandé comment c'était passé. Et je lui ai raconté ce qui s'était bien passé, ce que j'aurais pu faire mieux. Et au bout d'un moment, Stéphanie, elle m'a dit, tu sais Elvire, si j'écoutais vraiment ce que tu dis sur toi et comment tu travailles, j'aurais pas envie de travailler avec toi. Donc heureusement que je sais que tu noircis à chaque fois le trait, parce que vraiment, il faut que tu fasses attention. Et là, je me suis dit, c'est bien, je me prends un petit effet miroir là, juste avant la table ronde. C'est une bonne intro. Donc le sujet de la crédibilité, vous comprendrez, c'est un sujet qui est important pour moi. Et je crois pour beaucoup de femmes, aussi certains hommes, puisqu'il y a des hommes de qualité dans ce monde. Je le prends pour moi. Hein, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais comme vous savez, le syndrome de l'imposteur et toutes ces questions sur la confiance en soi et la crédibilité, ce sont des questions qui sont très féminines. D'ailleurs, les recruteurs nous disent souvent que le problème avec les femmes, c'est qu'elles n'osent pas postuler. Elles n'osent pas postuler si elles ne pensent pas maîtriser 90-95% du descriptif de poste, alors que les hommes, ils y vont. Et je me pose vraiment cette question de pourquoi est-ce qu'on se met autant de pression en amont et on se pose cette question de la crédibilité et comment parfois on se décrédibilise en manquant de confiance en nous. Donc c'est un petit peu les conversations que j'aimerais qu'on ait ce soir. J'essaye toujours d'avoir un panel mixte parce que c'est bien de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la terre humaine. Et donc voilà, bienvenue pour cette table ronde Gagner en crédibilité, chacun son Everest. Évidemment, un sujet un petit peu influencé par la présence de Constance. Merci Constance d'être ici. Donc peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas du tout regardé la télé ce mois-ci, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter et nous dire... On va regarder lundi matin du coup. Exactement. Dis-nous quelle est ton actualité, Constance ? Enchantée, merci à tous d'être présentes ce soir. Donc Constance Scherer, je suis la fondatrice et directrice de l'association 7 sommets contre la maladie, qui accompagne des enfants qui ont un parent atteint de cancer ou qui ont perdu un parent. Et j'ai été en mai dernier la plus jeune française à avoir gravi l'Everest. Et également autrice de mon premier livre qui est juste ici, que vous pourrez acheter après. Tu reposeras sur les plus hauts sommets du monde, papa. Et après, j'ai plein d'autres casquettes. Je suis aussi créatrice de contenu. Je fais beaucoup de trail, de l'alpinisme de manière générale. Je suis conférencière aussi. Et je fais des films. Donc voilà, plein de choses. Chacune de tes ascensions, enfin en tout cas les plus importantes, ont été filmées par toutes les ascensions par Hugo, du coup, oui. qui travaille avec toi. Et donc C'est ce sont des films absolument incroyables. On vous enverra les liens dès demain, promis. Donc évidemment, je ne pouvais pas résister de rajouter le mot Everest. Et c'est évidemment la seule ici à avoir monté l'Everest. Mais le reste de mes invités sont quand même tout autant inspirants. Donc bienvenue Aurélie, merci d'être là. Est-ce que pour le reste du public, tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Merci à tous et à toutes et à tous d'être là. Donc moi je suis biologiste médicale, donc pharmacien de formation avec une spécialité en biologie médicale. Et donc mon métier c'était initialement de participer à tout ce qui est analyse médicale sur le sang, donc travailler dans les laboratoires de biologie médicale où vous allez pour vous faire prélever lorsque vous avez des bilans à faire. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai pris d'autres fonctions puisque maintenant je suis PDG d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Serba, qui est un laboratoire de spécialité. C'est-à-dire qu'on n'est pas un laboratoire qui accueille les patients, on est un laboratoire qui ne fait que les tests de spécialité, d'expertise, qui sont un peu complexes. Et donc nos clients en fait sont les laboratoires de ville de première intention qui eux accueillent les patients. Et tout ce qu'ils ne font pas, qu'ils ne savent pas faire ou qui nécessite de l'expertise ou de l'investissement trop important, ils nous l'envoient. Voilà, donc c'est un très beau laboratoire puisque c'est
On est sur un mode industriel puisqu'il fait 24 000 m². Donc on n'est pas sur un petit laboratoire de ville. Voilà. Donc c'est une usine pour faire du diagnostic. Voilà. Et donc tu as des équipes, c'est 800 personnes à peu près à gérer. Et combien de chiffres d'affaires 250 millions. 250 millions. Voilà. Donc c'est un joli Everest aussi. Et Pierre-Yves. Je me sens vraiment l'imposteur. Mais on aime bien les imposteurs chez The Patron. Merci Elvire, ravi de pouvoir discuter. Donc moi je suis le fondateur de Greenway. Greenway, on fait des cartes de paiement pour les entreprises. Ça c'est chiant. La partie qui est intéressante, c'est que je suis aussi le fondateur de la fondation Greenway. Au sein de la fondation Greenway, en fait, on collecte de l'argent sur nos petites cartes de paiement. Les entreprises font des dons à la fondation, c'est obligatoire. Si on veut travailler avec Greenway, il faut participer à ça. Donc on collecte 1% de tout ce qui passe sur nos cartes. Ça finance la fondation. Au sein de la fondation, on a référencé des ONG, donc à la fois sur des sujets sociaux comme la vaccination pour les enfants, notamment la nutrition, la lutte contre la malnutrition, et des sujets environnementaux. On peut recycler du plastique dans les océans, on peut planter de la mangrove, on peut faire plein de choses, et à la fin, ce sont nos clients qui vont choisir l'association ou les associations qui seront financées avec ce fameux 1%. Donc on arrive à construire des belles choses en se mettant tous ensemble. Donc tu arrives à transformer ce monde de la note de frais qui est quand même assez insupportable à la base quand on doit faire nos notes de frais, mais là c'est paiement, directement traitement des notes de frais, et en plus c'est un geste positif avec ce don. Exactement, et avec la magie, c'est de prendre 1%. Au départ, quand on a créé Greenway, c'était pas pour retourner dans les cartes de paiement, parce qu'avant je dirigeais déjà une entreprise de cartes de paiement, c'était plutôt de trouver un socle qui soit suffisamment large pour avoir un effet massif ensuite pour les ONG. En partant d'un constat, et là, c'est de dire qu'il y a plein d'associations qui font des trucs extraordinaires partout dans le monde, mais souvent sur un petit périmètre, avec des moyens qui sont, hélas, beaucoup trop limités. Et comment on peut scaler ça, comme on dirait en bon franglais, comment est-ce qu'on pourrait scaler la RSE? C'est ce qu'on a fait, en effet. Et maintenant, on arrive à avoir un impact. On a la prétention, on ne savait pas quand on a commencé, mais on a la prétention de dire qu'on sera dans les 5 plus grosses fondations d'ici 3 ans. Bravo. Ouais. Alors quand je t'entends, et d'ailleurs quand je vous entends tous les trois, vous êtes très crédibles. Donc c'est la fin de la conférence. Merci beaucoup. Nous pouvons passer au bar. Et la réalité, c'est que s'ils sont aussi crédibles aujourd'hui, c'est que vous êtes tous les trois passés par plein de phases et vous posez encore des questions. Donc c'est ce qu'on va venir explorer là tout de suite. Alors déjà, avant de vraiment attaquer le sujet, j'ai des petites fiches, je suis très fière de moi. C'est les fiches que j'ai piquées à ma fille. Alors, déjà, pourquoi est-ce que je vous ai rassemblés tous les trois ici? Alors, c'était pas pour cette raison, mais finalement, vous avez tous les trois un point en commun, qui est le sport. Vous avez tous les trois fait du sport niveau compétition. Encore une fois, c'est pas pour ça que je les ai sélectionnés. Donc déjà, Constance, peux-tu nous parler un petit peu, alors on se doute qu'avec l'Everest, voilà, tu es un peu sportive, mais raconte-nous quelle a été la place du sport dans ton parcours et dans ton éducation? Effectivement, le sport m'a beaucoup sauvée. Alors sauvée, c'est je vais dire entre grandes guillemets parce que j'étais pas non plus complètement perdue, mais quand mon papa est décédé d'un cancer du pancréas quand j'avais 9 ans. C'était lui qui m'avait appris à faire du ski quand j'étais petite, quand j'avais 2 ans et demi. Je suis rentrée grâce à lui en club à 6 ans. Et en fait, il avait toujours rêvé que je fasse de la compétition de ski. Et c'est quelques semaines après son décès que j'ai commencé à en faire, je pense... forcément pour lui et en son hommage et aussi pour me retrouver au plus proche de lui puisque le jour de son décès, il s'est mis à neiger et comme il m'avait toujours dit qu'il m'enverrait des signes, je me suis dit que ça pouvait que être un signe de sa part et j'en ai fait pendant une dizaine d'années. Et ça m'a énormément apporté à tous les niveaux, forcément pour faire mon deuil et aussi me retrouver quelque part où j'étais bien, mais aussi pour trouver plein de sensations de dépassement de soi, d'adrénaline, de peur, de doute, de succès, d'échec, et de me sentir vraiment très vivante. Et donc, tu as continué le ski jusqu'à quel âge à peu près?
J'en étais jusqu'à entrer en classe préparatoire. Ah oui. Donc, après, Plus le temps. après, là, ça devient compliqué. Ouais. On était à Saint-Jean-de-Douai avec Diane qui est ici d'ailleurs. Et Lille n'est pas très adaptée Non. à la pratique du ski. Non, Voilà. non. Il a De manière générale, étant donné qu'on faisait du 8h, 23h tous les jours, à part en faire la nuit dans mes rêves, voilà. C'était un autre sport pendant ces années-là. Ouais, enfin, c'était sport mental quoi. Exactement. Super. Et toi, Aurélie? Donc moi j'ai pratiqué le basket en compétition et j'ai joué le plus haut niveau où j'ai joué c'était en National 2, on est monté en National 1B cette année-là, j'étais en terminale, donc j'étais jeune. Parce que c'est pas courant en fait de jouer à ce niveau-là aussi jeune, souvent on fait le banc, mais j'ai eu l'opportunité d'être pas mal sur le terrain parce qu'il y a eu des désistements à ce moment-là. Et ça m'a beaucoup apporté. Le sport, ça fait partie de notre vie dans la famille. C'est quelque chose qui existe depuis tout petit et qui est très important pour nous. C'est quelque chose déjà qu'on partage entre nous. Et ça m'a apporté l'esprit d'équipe. Et je pense que dans le management au quotidien des équipes, c'est hyper important en fait, d'avoir cet esprit d'équipe. Et j'ai beaucoup appris au basket, notamment en compétition, parce qu'on gagne ensemble, on perd ensemble. Et ce qui est super important, c'est de gagner ensemble, c'est facile, mais de perdre ensemble et de ne pas pointer du doigt, porter la responsabilité collective, etc. Il y a beaucoup de similitudes avec le monde de l'entreprise. Et donc, voilà, au-delà du plaisir et de tout ce qu'on peut vivre en faisant du sport de compétition, ça m'apporte encore tous les jours dans mon expérience quotidienne au travail. Très fan du basket dans la famille, pas moi, mais j'espère que ma fille, je pense pas qu'elle ira au même niveau que toi, mais j'avoue que je trouve que ce sport est assez passionnant. En tout cas, en plus, quand il pleut dehors, on est bien au sec à l'intérieur, c'est parfait, c'est beaucoup mieux que le foot. Et toi, Pierre-Yves? Moi, je suis dehors, moi. Toi, t'étais dehors. Plutôt course à pied, en effet, en compétition, en faisant un niveau moyen, on va dire. Mais ça m'a apporté notamment, bizarrement, un esprit d'équipe aussi. Par exemple, j'ai eu le plaisir de coacher des coureurs, des coureuses talentueuses, de continuer à suivre leurs performances qui sont formidables, beaucoup bien meilleures que les miennes. J'ai quelques poulains d'ailleurs, je les appelle mes poulains de manière un peu paternaliste, mais quelques poulains dans la salle, donc ça me fait bien plaisir de les voir. Mais oui, comme une forme presque, c'est un peu peut-être exagéré le terme, mais de fraternité, de se dire ok, c'est un sport qu'on va faire tout seul. Mais en réalité, si on le fait en groupe, c'est vachement moins difficile. Ça reste difficile, un peu moins difficile. Et puis, Tu es un très bon coach. Merci. Alors, donc je vous l'ai dit, c'était pas le sport, le point commun, en tout cas le fil conducteur. En réalité, le fil conducteur, c'était la relation au papa. Parce que Constance, ton histoire est liée à ton père. Et j'ai cherché des liens quand j'ai réfléchi à qui je pouvais inviter ce soir, j'ai pensé à vous deux parce que aussi votre père a eu un rôle important dans votre parcours professionnel. Donc déjà, Constance, tu as commencé à l'évoquer. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur justement en quoi ton père qui est décédé il y a 17 ans maintenant, ça. Donc raconte-nous comment ton papa, enfin quelle était ta relation avec ton papa jusqu'à ce qu'il parte et comment est-ce qu'il a continué à t'accompagner depuis son départ? Mes parents voulaient avoir 5 enfants, donc forcément ils ont eu que moi. Donc quand tu en veux 5 et que tu n'en as qu'une, autant dire qu'il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de fierté. Ils ont mis 3 ans à m'avoir. Donc longue période d'attente et quand je suis arrivée, c'était vraiment un peu le bébé miracle et j'avais été très attendue et par ma maman et par mon papa qui était très papa poule et à fond sur, était investi à 100 000%. Et pour lui, j'allais faire de très très grandes choses. Ah bah t'as réussi. Oui, du coup, je devrais demander à Colette qui est ici, qui connaissait bien mieux mon père que moi, et je pense qu'elle pourrait mieux répondre à cette question. Mais je sais que quand j'étais petite, il disait non mais ma fille, elle va savoir lire avant même d'entrer à l'école maternelle.
C'était beaucoup d'attentes. Et c'était quelqu'un qui était très vivant, beaucoup d'énergie. Enfin voilà, quand il arrivait quelque part, on ne pouvait pas le rater. Il adorait parler, il adorait rencontrer, discuter, échanger. Et c'est un peu tout ce qui m'a... Je lui ressemble beaucoup, je pense. Même si forcément, j'avais 9 ans, donc il y a plein de choses dont je ne me rappelle pas non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que... Enfin, il est tombé malade quand j'étais en grande section de maternelle, donc quand j'avais 5 ans. Et il y a eu des périodes très très compliquées pendant sa maladie où je le voyais se dégrader petit à petit et ça a été vraiment difficile. Mais il y a aussi eu des périodes bien plus positives où on a eu le temps de partir en vacances, de faire des projets ensemble, d'essayer de vivre chaque instant qui nous restait ensemble parce qu'il n'y avait pas d'autre issue malheureusement. Donc ils ont tout fait avec ma mère pour qu'on ait un maximum de souvenirs ensemble et de pouvoir me gâter et de m'apporter aussi tout ce que j'allais avoir besoin dans ma vie future pour être épanouie et que évidemment même si c'est un très grand manque au quotidien, en fait c'est un très grand manque mais aujourd'hui je ne ferai pas tout ce que je ferais non plus et c'est ce qu'on se dit avec ma mère, c'est que parfois il nous manque et on aimerait tellement qu'il soit encore avec nous, mais aussi on se dit tout ce qui se passe aujourd'hui, ça n'arriverait pas finalement si tout ça n'était pas arrivé. Donc on essaye de voir tout ça d'un point de vue le plus positif possible et de se dire que il doit être très fier de tout ça et surtout c'était aussi les derniers échanges que j'ai pu avoir avec lui puisqu'il était très conscient de sa maladie et du fait qu'il allait mourir. Et il a été extrêmement ouvert et clair sur la situation, malgré le fait que j'avais, du coup, à l'époque, 7-8 ans. Il m'a expliqué ce qu'était la mort, comment ça allait se passer après. Et on avait beaucoup de discussions par rapport à ça. Et du coup, ça m'a énormément aidée par la suite à mieux accepter son départ et à me dire aussi que finalement, il était quand même là, mais d'une manière différente. Et c'est aussi le signe de la neige qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore aujourd'hui parce que finalement, j'ai fait 10 ans de ski à haut niveau, donc j'étais en circuit Coupe d'Europe. Puis après, je suis partie en prépa, en école de commerce et finalement, je retrouve cette lettre, la lettre de mon père pour les 7 sommets. Puis je reviens à nouveau à la montagne. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi quelque chose dans tout ça où c'est me dire, sois jamais loin de moi, sois jamais loin de la montagne, quoi. Alors justement, cette lettre, explique au reste du public ce que c'est que cette lettre, ce qu'elle dit et comment est-ce que ça t'a lancé dans ce projet. Ouais. Donc 14 ans après son décès, en mai 2021, j'ai retrouvé une lettre qu'il avait écrite pour sa cérémonie d'enterrement où il explique qu'il souhaite que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets. Donc c'est le challenge des 7 sommets dont je n'avais absolument pas connaissance à l'époque. Il est culotté quand même ton père, parce que c'est pas le truc le plus pratique, tu vois. Moi déjà, si mes parents ils me disent d'aller et à Seignos et à Tarbes et tout, ça va être compliqué, mais les 7 sommets du monde, c'est pas rien. Après, il n'a pas du tout demandé à ce que ce soit moi qui les fasse. Il n'a pas cité qui que ce soit, ça aurait pu être juste, par exemple, un alpiniste qui va gravir ce sommet ça aurait pu être dans tous les sens possibles et imaginables. Mais je pense qu'à mon avis, quand il l'a écrit, il devait quand même se douter que... ça tomberait pas dans l'oreille d'une sourde. Je sais pas. Ouais. Et donc j'ai commencé à gravir mon premier sommet en juillet 2021, le Kilimandjaro, et je pensais m'arrêter là. Oui, parce que alors, faut pas qu'on te raconte toute ton histoire parce que déjà il y a un super livre, mais aussi quand même quelques éléments, c'est que par hasard, tu avais un voyage de prévu juste après en Afrique, alors que tu viens d'apprendre que ton père aimerait avoir ses cendres, notamment au niveau du Kilimandjaro, et toi tu te retrouves par hasard à 1 heure de route, c'est ça ? Ouais, 1 heure de route pendant 6 semaines. Pendant 6 semaines. Et alors que tu n'étais pas du tout préparée, tu te dis, je vais aller faire un petit tour au Kilimandjaro, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc ça démarre comme ça. Ouais, le petit tour s'est bien passé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire un deuxième et un troisième et puis aller jusqu'à 7, quoi. Ok. Déjà, et puis après, peut-être en faire encore d'autres
Voilà. Pourquoi pas? Et Kilimandjaro, c'est combien de kilomètres et de dénivelé? Alors de kilomètres, ça je ne vais pas pouvoir te dire, Oh. mais de dénivelé, c'est 6000 mètres. 6000 mètres. Ouais. Voilà. Pourquoi pas 6000 mètres? Ok. Et c'est le début d'une grande aventure, et notamment des 7 sommets. Là, t'en as fait combien des 7 sommets? 4. 4. Ok, donc c'est pas fini. Non. C'est pas fini. Encore ça. Même 4 en vrai. C'est pas mal, 4 ans, j'avoue. Aurélie, toi, tes parents, tes 2 parents t'ont transmis à la fois la passion du basket et de la science. Ouais. Et quel rôle a joué ton père particulièrement dans les grandes étapes de ton parcours? Le mot phare, c'est l'exemplarité. C'est l'exemple. Moi, j'ai toujours été admirative de son parcours parce que il est arrivé de Tunisie alors qu'il venait d'une famille très pauvre en Tunisie. Il voulait absolument venir en France pour faire ses études et pour jouer au basket. Il y avait 2 raisons pour lesquelles il voulait venir en France. Il était en équipe de Tunisie de basket, donc il voulait pouvoir évoluer dans un championnat français. Et en fait, il a réussi dans les 2, c'est-à-dire qu'il a joué au basket à haut niveau et en même temps, il a fait ses études de pharmacie. Et il est devenu biologiste médical avec un haut poste à l'hôpital Bichat. Donc voilà, donc c'est l'exemplarité et l'exemplarité par le travail. Il a toujours été très exigeant avec nous dans l'éducation, que ce soit pour le sport ou pour les études. Et c'est cette exigence et cette relation au travail qui m'a apporté. Ça n'a pas été toujours facile parce que c'est d'avoir une personne comme ça qui est hyper proche et en même temps qui est très exigeant avec vous, donc vous pouvez le décevoir et il le montrait. Il montrait facilement sa déception. Voilà. Et en même temps, c'est aussi, quand on arrive à le supporter, parce que c'est pas évident pour tout le monde de subir d'avoir cette pression, parce qu'on a envie de montrer qu'on est capable, on a envie de lui prouver, quand c'est une personne qui est aussi chère, qu'on peut y arriver. C'est super challengeant et puis on se dépasse, quoi. Mais c'est pas tous les jours facile. Ouais. Donc voilà. Mais cette exigence et ce lien au travail, c'est ce qui m'a apporté. Ouais. Et donc, il devait être très très fier quand tu es devenue biologiste. Ouais. Et puis, tu es rentrée à l'hôpital, comme lui. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc après l'internat de biologie, on choisit sa spécialité et le plus souvent, on fait un parcours hospitalier. Donc, c'est la voie royale dans les études médicales. Et donc, j'avais naturellement, vu que mes 2 parents étaient médecins et pharmaciens à l'hôpital, choisi cette voie. Et très rapidement, ça ne me correspondait pas. L'hôpital, c'est une dynamique qui est quand même assez lente dans les choix, dans l'activité, même s'il se passe plein de choses, mais en tout cas dans les prises de décision. C'est très protocolaire et en fait, je ne me suis pas du tout reconnue là-dedans. Et j'avais commencé à faire des remplats dans des laboratoires privés et ça me plaisait beaucoup plus. Et donc très rapidement, j'ai laissé tomber et je suis partie dans la biologie privée, la biologie libérale. Et de là, donc c'est pour vous dire l'exigence et pour vous dire, il m'a plus adressé la parole, en tout cas il m'a plus parlé de mon métier. C'était un sujet qu'on n'abordait pas en fait. Il était très ouais, voilà, on était hyper proches. Il s'est toujours. Moi, j'ai eu mes enfants pendant l'internat, donc j'ai eu beaucoup besoin d'eux. Ils m'ont beaucoup accompagnée, m'ont beaucoup aidé. Ils nous ont beaucoup aidé avec mon mari dans la gestion, etc. On partait en vacances ensemble. Mais par contre, on ne parlait pas de mon travail parce que la déception était trop forte pour lui que de ne pas avoir fait un parcours hospitalier, quoi. Voilà. Mais maintenant, tu n'as pas renié, mais juste l'hôpital. C'est juste la partie travail. Et en fait, comment ça s'est terminé? C'est que en 2015, le groupement de laboratoires dans lequel j'étais s'est fait racheter par le laboratoire Cerba dans lequel je travaille actuellement. Et Cerba a une notoriété scientifique et médicale, même si c'est de la biologie privée, c'est très reconnu d'un point de vue scientifique parce que c'est vraiment un laboratoire où il y a beaucoup d'innovation, où il y a beaucoup
de moyens mis pour tout l'aspect scientifique. Et là, du coup, c'était beaucoup plus honorable pour moi d'être... parce que j'étais vraiment dans le meilleur laboratoire de biologie privée. Donc là, on a pu recommencer. Il est même venu visiter le laboratoire. Donc voilà, donc ça se termine bien. Mais ça a pris du temps. Ah, ça a pris 10 ans. Voilà, 10 ans. 10 ans de ne pas parler de son quotidien au boulot. Exactement, Hein. ouais. Bon, ça laisse la place pour d'autres sujets. Super fier. Il est décédé l'année dernière, mais il ne me l'a pas dit dans ces termes parce que c'est des choses qui ne se disent pas. Il était pudique là-dessus, mais oui, il le manifestait par d'autres par d'autres moyens, mais il ne le disait pas. Sacré papa. Parlant de sacré papa, le tien, on le connaît bien. Toi, quand je t'ai rencontré, c'était il y a une bonne vingtaine d'années, et pour moi, tu étais destinée à reprendre l'entreprise familiale, Biacelli, le plus bourguignon des fabricants de café. Et tu y as été beaucoup, tu as été très investie dans l'entreprise familiale, souvent en parallèle d'une autre activité. Et puis un jour, tu as coupé le cordon. Qu'est passo? Qui est passé, moi j'avais un papa, j'ai de la chance, il est toujours vivant, mais qui était très absent quand on était petit, parce que c'est un bourreau de travail. Toujours aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il est à la retraite, mais il est encore tous les jours à l'usine à 6h le matin pour aller enquiquiner tout le monde et vérifier ce qui se passe. Donc j'ai eu la chance, parce que je le prends comme quelque chose de positif, qu'à un moment donné, il se sentait quand même un peu fatigué. Il voyait que voilà, j'avais commencé un peu mes activités professionnelles le début de ma carrière, et il s'est dit tiens, si tu veux, viens avec moi. Moi, je trouvais ça super cool, parce que c'était l'occasion de voir un peu plus mon père que j'avais peut-être un peu moins vu avant. Je trouvais ça super bien, en me disant génial, et puis me dire allez, en plus, tiens, reprends les rênes, vas-y, c'est bon, t'es nommé président, vas-y, fais ce que tu veux, ça va être génial. T'es nommé président, quoi. J'étais nommé président d'une structure d'au moins 10 salariés ou quelque chose comme ça. Quand même. Donc, très très impressionnant. Tu peux le mettre sur la plaquette. Quand c'est la première fois, ça fait quelque chose. Le Vantard, il a été déjà tellement de fois président que maintenant... C'est vrai, c'est pas du tout... Bon, président, Biacelli. D'être aux manettes au moins, peu importe le titre, mais au moins d'être soi-disant aux manettes, ça a été ça le problème, c'était le soi-disant. Puisque en réalité, je l'avais toujours tous les matins à 6h à l'usine. Et avec un gros défaut, c'est que notre usine est basée à Dijon, en effet, et que moi j'avais mon épouse basée à Paris, et ma fille aussi qui venait de naître basée à Paris, donc je faisais des allers-retours de temps en temps à Dijon, mais je ne pouvais pas y être non plus 24 heures sur 24. Ce qui fait que ça laissait la porte ouverte, par exemple. Là, je découvrais des gens qui avaient été embauchés sans que je sois prévenu, assez régulièrement, sur des postes où je ne sais pas si vraiment on en avait besoin, par exemple. Donc ça a été un peu difficile, on n'avait pas exactement la même manière de travailler, pas tout à fait les mêmes objectifs non plus. Donc au bout de quelques années où je faisais ça un peu par intermittence, et après je l'ai fait pendant 3 ans à temps plein, redresser la société un petit peu, qui était, quand je suis arrivé aux manettes, qui n'était pas très en forme. J'ai réussi à remettre à peu près sur les rails, et j'ai eu la chance de passer c'est comme comment ça s'appelle, le Mistigris, le jeu où on joue avec nos enfants, de passer le Mistigris à mon petit frère, qui s'en occupe maintenant, mais qui a toujours notre père à 6h le matin. Et tu lui laisses. Et je lui laisse bien volontiers, parce que j'ai trouvé d'autres occupations. Il est adorable, son papa, quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut mieux pas trop travailler avec lui. J'espère qu'il ne regardera pas le... Il regarde toutes les bêtises que je suis capable de dire. Donc papa, je t'aime, je t'embrasse, mais laisse-les tranquilles, s'il te plaît. Profite de ta retraite, quand même. Alors, enchaînons. Je reviens vers toi, Constance. Donc, tu nous as quand même parlé de ce projet qui a démarré par cette lettre. Et au début, ce n'était pas tout à fait un projet. Et en même temps, à partir du moment où cette première expédition se passe bien, tu te dis, il y en a 6 autres à faire. Et je me dis quand même, quand tu as commencé à parler à ton entourage que tu voulais monter l'Everest, est-ce qu'ils t'a prise pour une folle ? Enfin, tu vois, quel a été le niveau d'engouement et de soutien par rapport à ce projet qui est quand même fou ? Ouais.
j'ai pas commencé en leur disant je vais faire l'Everest. Parce que déjà, juste en leur disant j'aimerais aller au bout du challenge des 7 sommets, ils m'ont pris pour une folle. C'était plutôt non. Plutôt, c'est pas une bonne idée. Parce que j'ai démarré mon alternance chez Moët Hennessy, que j'allais avoir, en tout cas j'espère, des opportunités chouettes dans des belles entreprises, belles maisons. Une carrière toute tracée, dans le luxe. Un peu, ouais, quand même. Donc, forcément, quand tu leur dis, maintenant que j'ai payé ma prépa, que j'ai payé mon école de commerce qui a coûté bonbon et que je dis à maman, écoute, j'aurais même pas terminé mon école de commerce, que je te dis déjà que je vais aller faire des sommets et ça va coûter 500 000 € et puis je sais pas trop dans quoi je vais travailler et puis je risque ma vie aussi au passage. Forcément sa fille unique, elle va pas dire ah mais fonce ma c'est génial, vraiment c'est super, je suis à fond derrière toi. Toi elle est à fond derrière moi pour absolument tout, mais là non. Non, là, elle était pas à fond derrière moi. Non, ils étaient inquiets et ils étaient parce que c'est forcément pas du tout un parcours classique et que quand on te dit ça et que t'as jamais fait d'alpinisme de ta vie et qu'on réalise quand même les risques que c'est de partir en Alaska, il y a vraiment des gros risques. Sauf que après, le problème c'est qu'ils ont beau me dire tout ce qu'ils veulent et d'une manière générale, on a beau me dire tout ce qu'on veut, quand j'ai une idée en tête et qu'elle est bien ancrée dans ma tête, c'est difficile de me faire changer d'avis. Donc au fur et à mesure, ils ont pris le projet et ils se sont dit de toute façon, soit on la soutient et on l'accompagne et on l'aide, soit elle va se débrouiller toute seule, mais elle va le faire quand même, quoi. Donc ma mère a vraiment pris le projet finalement à bras le corps et elle a été avec moi, m'accompagner dans toutes les étapes et encore aujourd'hui elle m'aide pour tout. tout. Voilà. Presque un peu trop sur certains sujets. Je pense à Gabriel qui ici travaille aux éditions Fayard et qui reçoit des mails de ma mère. C'est rigolo. Mais voilà, elle essaie de mon cœur. Mais c'est maman quoi. C'est maman qui fait ce qu'elle peut pour essayer de suivre les 1 milliard de sujets. Heureusement que je lui dis que 1/10 de ce qui se passe parce que sinon je pense qu'elle dormirait plus la nuit. Ouais. Mais elle fait de son mieux et en tout cas c'est sûr qu'elle est très présente. Donc il y a eu le soutien de ta famille qui a été un peu en deux temps, on va dire. Ouais. Et j'imagine que tu as dû convaincre des sponsors parce que partir en Alaska, tu peux pas le faire sur le reste de tes économies d'étudiante. Donc il a fallu convaincre des personnes de te suivre financièrement et beaucoup. Et du coup, c'était quoi ta stratégie ? Comment est-ce que tu as réussi à récupérer ces premiers milliers, ces dizaines de milliers d'euros pour aller faire ce premier grand pas ? L'humain ? Ouais. Les rencontres, le projet, le projet global aussi avec la création de l'association, l'accompagnement avec les enfants. Et puis après, c'était au début énormément d'entreprises alsaciennes familiales. Ok. Et en fait, déjà, il y a moins de hiérarchie et de prise de décision. La prise de décision, elle est prise très vite par le PDG. Donc, ça a été beaucoup de rencontres. Et en fait, une rencontre en provoque une autre. Et puis, donc, du coup, j'ai eu mon premier partenaire, pour vous dire, c'est vraiment, on est allé manger une crêpe avec son fils un samedi matin. Et puis, le lundi, elle m'a dit, écoute, moi, je vais être ta première partenaire. J'avais encore même pas quoi que ce soit pour qu'elle puisse me faire un virement pour être sponsor. Donc on était là. Puis après, elle en a parlé à l'entreprise voisine qui est devenue partenaire majeur du sommet suivant en Argentine. Puis après, on a fait la première projection de film et puis elle a rameuté toutes ses connaissances. Puis on a eu un autre sponsor grâce à ça. Puis un autre sponsor a ramené un autre sponsor.
Et puis j'ai jamais cherché de sponsor finalement. C'est facile en fait. C'est presque agaçant quand tu le racontes comme ça. Ça paraît trop facile. Mais je peux pas te dire pourquoi. Enfin, parce que je sais que c'est compliqué normalement. Mais c'est vrai que pour nous, enfin dès le départ, ça s'est fait de manière hyper naturelle et je pense que. Enfin, pour des entreprises familiales, forcément, quand c'est lié à la famille et que c'est un projet qui a cette taille-là et cette envergure, ils se sont dit pourquoi pas. Et en fait, aujourd'hui, ma première partenaire, j'ai encore au téléphone tous les 2 jours. Et à chaque fois, elle me dit « C'est fou quand même, hein. Moi, j'étais ta première partenaire et maman, je te vois sur TF1. » Et elle est trop fière. Elle est hyper heureuse d'avoir cru en moi et de m'avoir soutenue dès le départ parce que peut-être que je pense qu'elle a senti aussi l'engagement, la volonté, le fait de vouloir aller au bout. Parce que forcément, quand on est... Enfin, moi, j'avais 24 ans à l'époque, j'avais jamais fait d'alpinisme. Enfin, on aurait pu me dire non mais elle va jamais le faire son truc. Parce qu'il faut y aller. Enfin, je veux dire, ok, on récolte les fonds, mais après, faut la monter la montagne. Faut aller grimper et tout. Et puis au début, c'est sûr que c'est des risques pour tout le monde. Donc forcément maintenant que le plus gros a été fait, c'est plus facile. Tout est plus facile. Mais et encore pas tant que ça. Parce qu'on pense beaucoup qu'avec la médiatisation, avec l'ascension de l'Everest, là il y a plein de nouveaux sponsors. C'est pas le cas honnêtement. Il y a des discussions effectivement, mais c'est quand même... tout est très long et plus on arrive dans des grandes entreprises et des grandes structures, plus c'est long et complexe. Le process de validation est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Mais voilà, les petits sponsors du début sont toujours là et ça, j'y suis très attachée. Et puis après, forcément, avec la partie associative qui a aussi beaucoup grandi, on a créé une deuxième structure associative pour vraiment séparer les sujets aussi. Parce que plus l'association pour les enfants prenait de l'ampleur, plus c'était important aussi de diviser pour avoir des mécènes d'un côté et des sponsors de l'autre, puisque c'est vraiment deux sujets différents. Et c'est vrai que pareil, là, ça a très vite pris, forcément, quand il y a de la visibilité sur les réseaux et quand il y a de la médiatisation, il y a aussi pas mal de dons et voilà. Mais après, on a des gros objectifs pour la suite. Donc l'histoire va continuer. Ce que j'entends, c'est que tu as réussi déjà par le côté local, le fait de vraiment rencontrer les personnes et le fait de pouvoir échanger avec eux. Et c'est finalement le fait qu'ils apprennent à te connaître toi qui les a motivés et finalement le fait qu'ils t'imaginent capable... Oui, là j'ai l'intermédiaire, mais la question finalement, c'était pas vraiment est-ce que techniquement elle va aller au bout du projet, physiquement, c'était plutôt l'envie de te suivre. Oui. Je sais pas, souvent on me dit ça, tu donnes envie de... On a envie d'y aller, quoi. Et souvent on me dit ça. Ouais. Donc je sais pas, je sais pas ce que je fais pour qu'on ait cette envie-là, mais en tout cas c'est très chouette et c'est hyper positif parce que du coup plus le temps passe, plus l'équipe grandit et on peut faire on peut avoir des plus grandes idées, des plus grands projets, avoir une vision plus long terme sur les 5 prochaines années de tout ce qu'on pourrait faire. Et surtout, plus le temps passe, plus je me dis, il n'y a plus trop de limites à rien en fait. Enfin, il n'y a plus de limite à la taille que j'ai envie de donner à l'association parce que je me dis pourquoi en fixer finalement. Donc voilà. On va retenir cette idée. Pourquoi se fixer les limites ? Gardons-la pour après. Mais c'est un bon état d'esprit. Merci Constance. Toi Aurélie, on va partir sur un sujet qui est un peu plus... qui va nous évoquer, pas à tous des très bons souvenirs, le Covid. Parce que toi, pendant le Covid, tu étais quand même en première ligne. Dans un monde où ce qui était dit un jour était complètement transformé le lendemain. On nous a bien baladés. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment où ta crédibilité a été un sujet
Oui, en fait, donc moi à l'époque, je dirigeais des laboratoires de ville, parce que j'étais pas encore dans la biologie spécialité, donc j'étais à la direction d'un groupe de 50 laboratoires de ville et de laboratoires qui sont dans des cliniques privées. Et donc dans ces cliniques, on est sur des grosses cliniques où il y a de la réa, des urgences, des hospices, une maternité, etc. Et avec l'arrivée du Covid, ça a quand même été, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qui nous arrivait, on ne savait pas la virulence du virus, on ne savait pas comment ça se transmettait, on savait diagnostiquer grâce au test PCR que vous connaissez tous, mais quand c'est arrivé, il faut se rendre compte que c'était un virus qu'on n'avait jamais eu. Donc pour pouvoir faire le test diagnostic avec la PCR, il faut déjà avoir eu des souches, donc on a réussi à faire venir des souches de Chine pour pouvoir mettre en place la technique. Donc tout ça, il faut le faire très rapidement. Et il y a une autre chose dont on ne se rend pas compte quand on est de l'autre côté, c'est qu'il fallait avoir une autorisation pour pouvoir techniquer ces tests. Et en fait, au tout début, le ministère de la Santé ne souhaitait, c'est toujours le cas quand il y a un nouvel agent émergent, ce ne sont que les hôpitaux publics qui peuvent faire le test. Donc seuls les hôpitaux publics avaient le droit de faire le test. Donc nous, on avait anticipé, on avait fait venir les souches, on avait monté la technique, mais on était prêt à le faire et on voyait que ça arrivait quand même très très vite et surtout avec des volumes énormes de personnes qui arrivaient aux urgences qu'il fallait trier, parce qu'en fait c'est comme ça que ça se passait, il fallait savoir qui avait le Covid, qui ne l'avait pas, parce que l'idée c'était pas d'hospitaliser des personnes qui avaient le Covid à côté de personnes qui ne l'avaient pas, etc. Donc il y avait un tri à faire, sauf que il y avait tellement de tests faits dans les urgences, nous on devait les envoyer dans les hôpitaux parce qu'on n'avait pas le droit de les techniquer, et très rapidement on a été complètement submergés avec des urgences qui débordaient, et moi des urgentistes, des réa, qui m'appelaient et qui me disaient il me faut le résultat du test, il me faut le résultat du machin, il me faut le résultat de machin, il faut que je trie, etc. Sauf que nous, on les envoyait dans les hôpitaux de la PHP et ils étaient débordés. C'est-à-dire qu'ils nous rendaient des tests en une semaine, des résultats en une semaine. Sauf que là, c'était des patients pour lesquels on avait besoin du résultat hyper rapidement. Et c'est là que j'ai en partie perdu ma crédibilité vis-à-vis des réa, des urgentistes qui me faisaient confiance et qui me disaient, parce qu'en fait eux, le coupable c'est le laboratoire qui n'est pas capable de rendre un résultat et ils s'en fichent de savoir où tu le fais, qui le fait, si c'est toi, si c'est pas toi. Et nous, on mettait la pression auprès des ARS, parce que c'est notre autorité de tutelle, pour leur dire, écoutez, ça déborde de partout, c'est critique dans les hôpitaux. Et il faut absolument qu'on puisse faire le test. Et on est prêt, voilà. Et en fait, on n'avait toujours pas les autorisations. Et c'est vrai que moi, j'ai pris cette responsabilité de quand même techniquer les tests, alors qu'on n'avait pas encore les autorisations par les ARS et par le ministère. Et parce que, il y a un moment, c'est aussi ta responsabilité de biologiste et de professionnel de santé de pouvoir répondre à la vague. Bah ouais, il y avait des patients qui étaient en train de mourir, on n'était pas capable de savoir s'ils avaient le Covid, pas le Covid, et puis on ne savait pas comment ça se transmettait, on ne savait pas la virulence, on ne savait pas si... Donc on évitait au maximum de mettre des patients sains à côté de patients Covid. Et en fait, voilà, c'est à ce moment-là que ta crédibilité vis-à-vis de tes pairs et des autres professionnels de santé est remis en question, parce qu'en fait... c'est toi qui prends en fait dans ces moments-là. Eux, ils veulent pas savoir ce qui se passe, que tu es en discussion avec l'ARS ou pas. Enfin ouais, il y a pas de. On était quand même en mode de guerre. Hein. Enfin, au tout début, sur les premières semaines, où tout le monde était confiné. Hein. On était déjà dans le confinement. Et c'est vrai que voilà, dans ces moments-là, tu as une responsabilité à prendre et c'est des choix à faire. T'as pas dû très très bien dormir le jour où t'as dit c'est bon, on va les faire, même si je risque la prison parce que... c'est pénal, les sanctions, mais en fait, ça a été assez rapide finalement cette décision. Très rapidement, hein, je pense que 3 ou 4 jours après, on a eu l'autorisation. Tu penses à tout ce qui se passe et à tout ce que tu vois au quotidien et c'est là-dessus que tu te bases pour prendre ta décision. C'était le chaos. On oublie, et c'est bien. Ouais. Pierre-Yves, raconte-nous toi,
de ton côté un moment où tu as ressenti le fait ou la peur de manquer de crédibilité. Je crois qu'il y a eu une phase qui n'était pas très agréable pour toi, une fois où on t'a redonné un titre de président. Toujours, ouais. Toujours, à nouveau. Oui, une société précédente que je ne peux pas citer, où je me suis retrouvé un peu balancé comme ça, en effet, aux manettes, et une structure un peu plus grosse, il y avait 200 salariés, et où en réalité je me rends compte que c'est une planche savonneuse et que je ne suis pas vraiment là pour réussir, je suis là pour attendre le prochain et pour juste faire la passe. C'est assez désagréable en fait comme sentiment. Assez désagréable surtout parce qu'on se remet en cause très très vite, en se disant mais c'est moi qui fais pas l'affaire, au-delà du fait qu'il se moque un petit peu de moi, comment ça se fait, comment je reste droit dans mes bottes, est-ce que je suis sûr de ce que je suis en train de faire, ou je fais des énormes bêtises, pourquoi on ne me croit pas, pourquoi on n'a pas confiance. Quand tu dis on, tu parles d'actionnaires, on va des dire. actionnaires, du board. Voilà, d'un conseil d'administration avec des investisseurs. Et là, je me suis dit, bah non, c'est pas possible, j'ai dû rater quelque chose. Et c'est grâce à ma coach. C'est important, les coachs. Ça n'était pas toi, Elvire. Mais j'ai eu cette bonne idée-là de travailler avec quelqu'un qui m'a accompagné, qui directement m'a parlé de cette chose que je ne connaissais pas, qui est le syndrome de l'imposteur, en disant, mais pourquoi tu te... Ça, c'est bien un mec, hein. Il connaissait pas le concept. Non, mais je ne mettais pas de mots dessus, à minima. Enfin, en tout cas, c'était un sentiment, mais ouais. Voilà, la terminologie exacte, c'était il n'y a pas si longtemps que ça pourtant, mais je n'étais pas capable de le nommer en tout cas. Donc, j'avais un manque de confiance et de me dire, qu'est-ce que je fais ici, est-ce que j'ai vraiment ma place, etc. Et au final, c'est la personne qui m'a accompagné qui m'a dit, non, qu'est-ce qui est important pour toi? Ça, c'était une super question. Qu'est-ce qui est important pour toi? Moi, ce qui est important, c'est ma performance. Voilà, il y a un truc au-delà de mes valeurs, c'est je sais que si je fais des bons chiffres, par exemple, ou si j'ai une bonne performance, je sais que j'aurais bien travaillé. Voilà, j'étais un peu trop scolaire peut-être, mais si j'ai une bonne note à la fin, c'est que j'ai bien travaillé. Elle m'a dit, regarde tes performances, reste focalisé là-dessus, travaille, fais en sorte que l'équipe ait une bonne note à la fin. Et tu vas voir, tout va mieux se passer. Et là, ça s'est décanté. Et en effet, on ne fait pas une entreprise tout seul, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'aventure. Mais quand même, je me suis rendu compte que j'envoyais des messages plus positifs à tous les gens autour de moi, à titre professionnel et personnel, et que ça changeait vraiment quelque chose. Donc, ça a été un travail qui n'était pas évident, auquel moi je ne m'attendais pas. C'est le bourrin qui fonce et on ne réfléchit pas. Là, il a fallu faire un peu de pause et se dire non, il faut que je fasse un pas de côté, parce que là on va droit dans le mur. Au final, ça a plus ou moins mal fini, mais pas pour des raisons qui m'étaient dues au moins. Tu as été au bout de l'aventure, oui. et ça ne t'a pas empêché de rebondir et de lancer ta propre boîte derrière. Donc, alors justement là, on voit quand même des différentes tendances sur le niveau de confiance, le niveau de la perception qu'on a au niveau de la crédibilité, justement. Et donc, à votre avis, toutes les questions pour tous les trois, qu'est-ce qui pénalise le plus notre sentiment de crédibilité? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'âge? Est-ce qu'il y a un rapport avec le sexe? Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait de maîtriser les codes d'un groupe de personnes? Qu'est-ce qui vient pénaliser notre crédibilité? Pour moi, l'âge. Tu l'as ressenti, le fait d'être jeune? Ouais. Oui, quand même, beaucoup. Forcément, quand on se lance dans un projet comme ça à 24 ans, ou quand on fait... Enfin, oui, non, si vraiment, je l'ai ressenti. Après, une fois que les échanges m'ont été un peu faits, voilà, mais c'est sûr que j'ai pas les connaissances et le background. Forcément, ça fait que 3 ans que je travaille, parce que je travaille à côté de tout ce qu'on... Voilà. Oui. Constance ne s'ennuie pas du tout le week-end. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans ma présentation. Oui. Du coup, je suis commerciale pour un tournoi de tennis. Ça, c'est mon vrai travail. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, dans l'âge, même plus dans mon travail pour le coup,
parce que mon job, c'est de chercher des sponsors et des clients. Donc, en fait, je fais vraiment ça toute la journée, peu importe dans le domaine. Et c'est vrai que parfois, j'ai senti que le fait que je sois très jeune, ça soit un peu bloquant. Mais... Quand tu justement cherches des sponsors, les personnes que tu as en face de toi, généralement, c'est quelle typologie? C'est des profils variés? Les directeurs généraux. Comment? C'est les directeurs... Directeur, pas directrice. Bien quand même quelques directrices, mais j'avoue que globalement c'est beaucoup des hommes. Ouais, quand même. Ouais. Ok. Ben, forcément, que ce soit dans le sport, enfin dans l'alpinisme, je suis quand même très souvent entourée d'hommes. Hein. Sauf dans mon équipe. Dans l'assaut? Ouais. Ça égalise un petit peu, ça équilibre. Et toi Aurélie, est-ce que tu as senti... Le sexe, ouais. Le fait d'être une femme, dès lors qu'on est sur des postes de direction. Sur le métier de biologiste, on doit être 70% de femmes. Dans les études médicales, globalement, c'est une majorité des femmes. Mais dès lors qu'on passe sur des postes de direction, c'est plus compliqué. C'est pas vers toi qu'on vient naturellement pour te proposer un poste de direction. Très souvent, il y a déjà un premier biais. Et au-delà de ça, moi, là où j'ai vraiment, souvent je me remets en question et j'ai un sentiment de syndrome d'imposteur ou de perte de crédibilité, c'est dès lors que c'est inconnu pour moi et dès lors que j'ai pas d'expérience et il y a une nouvelle chose que je dois faire. Voilà, je me dis que je vais pas être à la hauteur, qu'un tel le fait super bien, mais que moi je vais pas savoir le faire. Voilà. Donc j'ai besoin d'avoir une première expérience qui valide le fait que je sais le faire. Après c'est bon, je suis lancée. Mais j'ai toujours besoin d'avoir cette validation de la première expérience pour me montrer que je suis capable et qu'en fait ça va, quoi. Mais et rassurer aussi. Ouais, je comprends. Mais moi, femme aussi, honnêtement, dans l'alpinisme, il n'y a quasiment pas de femmes. Et là, il n'y a qu'une seule Française qui est arrivée au bout du challenge des 7 sommets. Ah ouais? Ouais. Et combien d'hommes? T'as une idée? Je sais pas. Pas beaucoup non plus. Hein. Ouais. Pas beaucoup non plus. Mais je pense quand même plus dans les 15-20 à mon avis. Et en femme, je suis la 16e Française. Et à avoir gravi l'Everest. Ouais. Donc ça fait une femme sur deux, ça fait 30 ans qu'on l'Everest est gravi. La première, c'était Christine Janin. Et est-ce que question qui me vient comme ça, tu dis de toi que tu es alpiniste? Non. Alors que c'est quoi la définition d'un alpiniste? Non, mais je sais, mais tout le monde me définit comme une alpiniste alors que je n'arrive pas à me voir comme une alpiniste. Donc tu te sens pas crédible? Non, alors que tu viens de monter l'Everest. Je me sens pas crédible du tout, non. Ouais, c'est fou quand même. l'Everest. Ouais. Alors je suis sûre, il y a des gars, ils ont juste fait le Mont Ventoux, ils disent qu'ils sont alpinistes. Et toi, non, je pense pas vraiment mériter ça encore. On va le rajouter sur ton LinkedIn. Je propose. C'est vrai que je l'ai pas sur moi. Non, tu l'as pas. Mais je me vois pas. En fait, non. Non, toujours pas. Ah, toujours pas. Non, toujours pas. Bah non, parce que pour moi, un alpiniste, c'est quelqu'un qui est capable d'être en haute montagne, sans guide, sans accompagnement, vraiment seul. Et que moi, comme je suis toujours avec une équipe, toujours accompagnée, j'estime que j'ai pas les connaissances et les compétences d'un vrai alpiniste. Donc après... T'as pas 95% du CV. On en revient à ça. C'est vrai, c'est pas faux. Ouais. C'est vrai. Mais j'ai beaucoup de mal à me voir comme une alpiniste. Ouais. Mais on peut pas faire l'Everest tout seul. Oui, je pense qu'il y a personne. Si, c'est les... Oui. On il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Un Congolais qui l'a fait en septembre et qui l'a fait sans oxygène, il est descendu à ski, c'était une première mondiale. Là, c'était un autre challenge encore. Oui, c'était vraiment autre chose. Mais sinon, non, j'avoue presque personne. Qui vote que Constance est une alpiniste? Voilà, tu es crédible comme alpiniste, c'est validé. Voilà, je le rajoute dans mon CV. Ma prochaine présentation. Exactement, tu penseras à nous. Et toi, avec une vision masculine sur le sujet?
Oui, bien sûr. Le sexe, clairement. Moi, je pense. Enfin, ce que j'observe au moins, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour une femme. C'est pas forcément pour la partie entrepreneuriat minima. C'est la seule chose que je connaisse où je suis capable de parler. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour une femme. Je l'ai vu, moi j'ai l'exemple d'une de mes amies qui en est à sa 3e entreprise, à chaque fois qui ont été des succès de dingue, qui part sur sa 3e, ça redémarre, pareil, ça cartonne, elle a besoin de faire une levée de fonds pour assurer sa croissance, et elle tombe sur un investisseur, elle a mon âge, elle tombe sur un investisseur qui lui dit à la fin de l'entretien, c'est super, hein, ma cocotte, ça va cartonner. Bon, déjà, elle n'a pas travaillé avec cet investisseur-là, je pense qu'elle avait bien raison, mais c'est quelque chose qu'on observe régulièrement, je pense. Donc oui, je pense que c'est plus difficile pour les femmes. Et aussi une histoire de cercle. Je pense que tous les trois, on vient un peu voilà, pas d'origine forcément hyper aisée, etc., où il a fallu se battre. Regardez nos parents qui nous ont montré l'exemple, bien sûr. C'est pareil, ça c'est quelque chose moi que j'ai observé, où je me suis posé des questions, où j'ai des amis très proches, mon banquier par exemple, mon banquier qui me suit depuis très longtemps, avec qui on a fait plein de choses extraordinaires, qui est d'origine marocaine, qui m'a dit un jour, Pierre-Yves, mais on n'y arrivera jamais. C'est un garçon brillantissime, qui a un très haut poste dans une grande banque française. Il m'a dit, mais on n'y arrivera jamais tous les deux. On ne fait pas partie du cercle, donc arrête de t'entêter à vouloir essayer de rentrer dans quelque chose. Depuis, je parle de lui très souvent, je l'ai redit très souvent en lui disant, tu vois, non, on peut y arriver. Et je suis têtu, certes, mais on peut y arriver. Et, il faut qu'on arrive à démontrer justement qu'il n'y a pas un cercle et que, oui, on n'a pas fait forcément Polytechnique ou on n'a pas forcément, on ne vient pas d'une famille hyper aisée, mais c'est pas grave. Même en venant de Dijon, on peut réussir. En venant de Dijon, de Ouge. Petite attaque pour mon mari. Et t'as levé combien de millions là dernièrement ? Peu importe. Mais Peu importe. Je surveille le timing parce que moi ça durerait des heures, mais il y a quand même un petit apéro qui nous attend. Moi j'ai une question que je me pose, c'est que quand on fait quelque chose pour la première fois, alors l'Everest on ne fait qu'une fois quand on le fait, mais de manière générale, quand on décide d'entreprendre, on n'a pas toutes les réponses. Et en même temps, on a besoin d'embarquer les gens. Quand généralement les projets qu'on se lance, on a besoin de soutien, on a besoin d'embarquer, on a besoin que les gens achètent un produit ou viennent à un événement. Et la question que je me pose, c'est comment rester crédible sans bluffer, sans survendre, sans faire comme si on était sûr d'en être capable, parce qu'on ne l'a jamais fait, donc on n'est jamais sûr. Donc, il est où l'équilibre entre l'authenticité, la vulnérabilité et le fait de réussir à inspirer confiance pour que les autres nous suivent ? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Dans ce que tu dis, moi je le vois parce que j'ai un côté très scientifique par ma formation et je suis pas du tout marketing. Et je me rends compte par rapport à des collègues qui viennent pas donc des collègues dirigeants, qui sont au sein du COMEX avec moi par exemple, et qui eux ne viennent pas de cette formation scientifique et qui ont un côté, ils arrivent en fait à vendre leur réussite, à vendre, tout ce qui, ils marketent vachement leur réussite. Moi je sais pas du tout faire ça, je suis hyper scientifique. Donc il y a des chiffres, et je suis, voire même, tu vois, c'est plutôt, j'ai pas atteint complètement le truc alors que j'ai un collègue italien en plus, qui lui, même s'il est à 80%, il arrive à te montrer qu'il a fait une super année et que, tu vois, et ça, moi, j'y arrive pas, et je pense que c'est par ce côté scientifique où c'est pas validé. Il y a des chiffres, ça doit rentrer comme ci, comme ça. Si t'as pas atteint, t'as pas atteint. Et en fait, je suis plutôt à me flageller, à me dire pourquoi j'ai pas atteint mes objectifs, voilà. Et malgré ça, en fait, moi, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment que je travaille. C'est un des points sur lequel je sais aussi qu'il faut que je m'améliore. Parce que le problème, c'est que la perception aussi du coup de tes équipes qui doivent te suivre, comme tu dis, elle est difficile parce qu'en fait, tu es peut-être trop... Enfin, moi, je me considère comme trop terre à terre, et pas assez market. Et du coup, je les valorise pas non plus. Parce que bon, ça peut
me desservir moi, mais ça dessert aussi mon équipe. Et j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps, et je me dis, il faut vraiment que je bosse là-dessus, parce que c'est aussi leur travail que je ne mets pas forcément en valeur quand je suis trop terre à terre et trop... Donc je pense que c'est des personnalités, c'est une expérience, c'est une formation, et ça se travaille vraiment, et j'en ai pris conscience avec une coach aussi. C'est vraiment, c'est elle qui m'a fait prendre conscience. Elle me dit, mais je pense que tu ne te rends pas compte de tout ce que tu fais, tout ce que tu pourrais marketer dans ce que tu fais avec tes équipes. Et c'est hyper important pour eux aussi. En fait, l'excès d'humilité pénalise non seulement l'image que tu renvoies de toi, mais aussi finalement l'image de ton équipe. Ouais. Et c'est tout un art de savoir parler de ce que l'on fait. Et c'est très féminin de se dire non, mais je vais bien travailler et puis j'aurai la reconnaissance qui viendra toute seule. C'est ça. Alors qu'il faut peut-être un peu plus forcer le trait. Ce que tu disais au début, en introduction. Tout à fait. Stéphanie. Et toi, Constance? Moi, ça me fait penser à un souvenir que j'ai quand je suis revenue de l'Everest. J'ai pris un verre avec plusieurs personnes de chez Primeo Énergie qui était mon partenaire majeur pour l'Everest, qui sera encore un de mes gros partenaires l'année qui arrive. Et j'étais avec le directeur commercial et on discute un peu et je lui dis un peu les prochaines semaines, ce qui va arriver et tout. Il me dit, mais pourquoi tu t'es pas plus vendu auprès de Primeo, parce que nous on est tous sur le cul entre guillemets de tout ce qui se passe, mais tu nous as pas vendu ça en fait. T'avais vendu quoi? J'ai rien vendu de particulier. Peut-être que j'ai sous-estimé ce que j'étais en train de faire, et du coup j'ai pas su leur dire, en fait, là je vais faire l'Everest, si je réussis ça va être ça. Et pourtant intérieurement je le savais, mais j'ai préféré pas le dire parce que j'avais pas envie de me rajouter une pression supplémentaire. Mais sans doute que si je l'avais dit, ils auraient peut-être mis 20 000 ou 30 000 euros de plus. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, je me souviens vraiment de ce moment où il m'a dit, c'est marrant parce que autour de nous, dans la société dans laquelle on vit, les gens ont toujours tendance à faire comme si ça allait être 10 000 fois plus gros que ce que c'est finalement. Et je pense que tu es une des rares où en fait tu nous as vendu un petit truc et tu en as fait un truc absolument énorme. Et il m'a dit, pour la prochaine fois, pense-y quand même parce que... Et là, justement, c'est un peu tous les sujets sur l'année 2026, des projets que je vais avoir, etc. De savoir vendre sans survendre, quoi. Donc, mais c'est hyper délicat de trouver le juste équilibre parce qu'en fait, moi, c'est surtout, j'ai très peur de décevoir, très très peur. Et du coup, je préfère me dire que ça va être petit, tout en espérant et en ayant ma vision globale de ce que j'ai envie et là où j'ai envie d'aller et où je mets toute mon énergie pour qu'on en soit là. Mais autour de moi, je préfère rester petite, et puis après, si ça grandit, c'est tant mieux, quoi. Mais c'est moins de pression. Alors c'est moins de pression, et je comprends cette envie de ne pas survendre pour ne pas décevoir, parce que c'est une peur que l'on a très souvent, cette peur de décevoir les autres. Et en même temps, il y a aussi, alors là, bon, pour le coup, pas du tout, puisque tu as fait l'effet inverse, mais il y a quand même un lien entre comment on communique sur un projet et l'engouement du coup que ça génère, et du coup le résultat. C'est-à-dire que si on minimise trop ce qu'on peut faire, eh ben les personnes vont moins parier dessus, et donc forcément ça va être plus petit. Donc on se met des freins dans nos actions. Ouais, non mais complètement. Mais je sais que si j'avais mieux géré le sponsoring de l'Everest, j'aurais eu beaucoup plus grosses entreprises qui m'auraient soutenue dans l'aventure. On aurait pu faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus gros que ce qui a été fait. C'est sûr. Mais en même temps, c'est tellement dur de savoir juger avant que ça arrive. Aujourd'hui, évidemment, avec le recul, je me dis j'aurais dû aller voir un tel, et puis j'aurais dû lui vendre ci, et puis machin. Mais en fait, au final, je me dis juste
non, enfin, te dis pas ça parce que déjà c'est génial, tout est déjà tellement incroyable et tellement fou et super que j'ai juste envie de me dire, déjà tout ce qui a été fait sur les 3 dernières années, c'est incroyable. Tu sais où tu vas aller dans les 3 prochaines années et c'est déjà chouette aussi. Et maintenant au moins ça y est, tu l'as fait, tu as appuyé le truc et ça maintenant c'est sur ton CV et ça quittera plus quoi. Et j'ai une question, si je peux me permettre. Vas-y, s'il te plaît. Non, mais parce que tu disais que tu étais commercial, enfin que tu avais un poste de commercial. Oui. Donc Et je suis très bonne commerciale. Voilà, c'était ce que je voulais t'entendre dire. Ok. Quand c'est pour les autres, c'est plus facile. Voilà. Hein Si tu avais dû vendre un projet, mais c'était pas toi qui montais l'Everest et tu devais vendre le projet de quelqu'un d'autre, Oui. tu l'aurais fait pas de la même façon. Ah mais oui, pas du tout de la même façon. Mais surtout qu'en plus dans mon boulot de commercial pour le tournoi, j'ai fait x3, x4 par rapport à l'objectif qu'ils m'ont fixé. Donc vraiment, je sais, On est dedans. Ah ouais, vraiment on est un dedans. comble, je sais. Et puis du coup d'ailleurs le même sujet par rapport à la performance et tout. Moi je suis beaucoup par rapport aux chiffres que je fais en me disant c'est mon chiffre qui fait la valeur que je donne à l'entreprise. Et même en ayant fait 4 fois le chiffre, je me disais encore j'ai peut-être pas fait assez quoi. En me disant non mais bon, faut que je continue à trimer. Alors que j'avais même plus de variables, j'avais plus rien. C'était vraiment. Mais voilà. C'est quand on aime le travail, on a du mal à s'arrêter. C'est génial. Et toi, mec? Ça va être difficile de compléter. Non, mais la crédibilité, en fait, moi, avec mon âge avancé, j'arrive à me dire, je me suis forcé à me dire que c'était vis-à-vis de moi-même, que le regard, on s'impose ce regard de l'autre et ce qui est forcément utile. C'est le Instagram effect. Moi, je ne veux plus regarder Instagram plus jamais, parce qu'il n'y a que des gens qui font des choses Il y a des formidables. super vidéos de Constance, franchement. Il faut lire le livre de Constance. J'ai lu ton livre, j'ai adoré au passage. C'est d'une poésie folle, c'est magnifique, vraiment. Je suis un peu ému en en parlant parce que tu m'as fait pleurer, mais pardon. J'ai pas besoin de vendre mon livre. Non, je vous encourage, je ne suis pas rémunéré. Je ne connaissais pas Constance avant. Avant ce soir, c'est magnifique. Vraiment. Merci. Pourtant, je lis pas mal. Je C'est vous encourage. avec le travail de la maison d'édition qui m'a très bien accompagnée pour rendre le livre tel que je l'avais imaginé. Donc, On a hâte d'avoir la suite. Là, c'est le premier. Les prochains sommets. Je Donc me toi, suis tu arrives perdu à tout dire seul. que... Bah oui, tu t'es perdu, mais c'est pas grave, c'était très beau. C'est un grand moment émotion pour nous. Et tu disais que la crédibilité, c'était vis-à-vis de toi. C'est un travail à faire en fait. Au départ, on le voit pas du tout comme ça. On se dit juste, je suis pas à ma place, voilà, j'ai pas l'expertise suffisante, etc. Et en fait, rapidement, si on arrive à se rendre compte que ça, c'est juste se soucier du regard de l'autre et qu'il suffit de regarder ses performances de manière un peu plus factuelle peut-être et de se dire, moi ça c'est important pour moi et que mon truc important pour moi, c'est dans le vert. Le reste, c'est peut-être pas si grave que ça. Et pour rebondir sur ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est apprendre à se vendre. Ça, c'est quelque chose. Moi, j'aimais pas ça. Je suis pas à l'aise. Vous voyez, dans un jour comme aujourd'hui, je suis pas à l'aise. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il faut apprendre à le faire. En fait, ça fait partie du job. Ouais. Quel que soit, peu importe ce que vous faites dans la vie, il faut apprendre à le faire sans le surjouer. Parce que, encore une fois, Instagram effect. Donc, je suis pas Instagrammeur. Sans le surjouer. Essayer de se dire, peut-être que c'est pas si mal ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je vais vous poser une dernière question à tous les trois et après on va avoir un petit moment de questions-réponses. Questions du public, réponses de l'autre. Quel est votre prochain Everest? Votre prochain grand défi, qu'il soit en entreprise ou ailleurs? Déjà, on peut commencer avec toi. C'est quoi ton prochain? Ok. C'est peut-être pas une ascension d'ailleurs. Non, c'est pas une ascension. Enfin, il y en a plein.
Enfin, il y a beaucoup de choses dont je peux pas parler, donc je vais pas parler de ça. Teaser. Mais non, il y a vraiment plein de chouettes projets sur 2026, 2027, même déjà 2028, donc on voit loin. Mais le prochain grand challenge pour moi, ça va être de remplir la grande salle du Grand Rex. Voilà. Donc ça va être un vrai challenge parce que pour le coup, c'est très grand. Avec quoi du coup? Avec la diffusion d'un film? Oui, avec la diffusion du film Everest. Et c'est quand ça? Ce sera le 19 mars, puisque la date a été validée aujourd'hui. Alors, Voilà. s'il vous plaît, notez le 19 mars. On se retrouve tous au Grand Rex. S'il vous plaît, il y a 2000 places. Donc on emmène toute notre famille au Grand Rex le 19 mars. Génial. Ouais, ça va être- Magnifique. Je suis sûre que tu vas la remplir. Bon, on verra. J'espère qu'Inoxtag fera sa story parce que. C'est sûr. C'est sûr. Enfin, voilà. Et toi Aurélie? Moi, j'ai pas de grands projets, professionnellement. On a un très beau laboratoire qui est tout récent, qui a 1 an, et j'aimerais qu'on se déploie vraiment à l'étranger et qu'on se fasse connaître à l'étranger. Donc c'est un gros challenge pour moi, parce qu'on travaille déjà à l'international, mais j'aimerais vraiment être un leader européen. Donc ça, c'est un gros challenge professionnel. Et après, d'un point de vue personnel, et c'est plus les enfants, ils sont dans des périodes où ils sont en train de chercher leur voie professionnelle. Et c'est vraiment pouvoir les accompagner là-dedans, parce que c'est des moments importants de vie. Et j'ai envie qu'ils s'éclatent aussi dans leur job comme moi je m'éclate. Et donc j'aimerais qu'ils trouvent leur voie. Il faut pouvoir les accompagner sans trop les forcer, en les orientant mais pas trop. Et c'est un vrai challenge. J'imagine le trail avec beaucoup de dénivelé aussi là-dessus. Ça doit être en émotion. Il faut savoir gérer les émotions. Ils n'ont pas tous la même sensibilité. Donc, Bon courage pour cette étape. Et toi Pierre? J'en ai 2. La première, c'est de faire moins de 3h08 sur marathon. C'est assez précis. Wow. Alors ça, 3h08. C'est important, le 8. Les 0,8 par rapport à... Enfin, pourquoi ce temps? Comme ça. Comme ça, comme ça. Ok. Non, et plus sérieusement, non. Mon grand projet, mon grand Everest, mais il est vraiment très grand. Celui-ci, c'est le beurre de cacahuète. c'est-à-dire. Alors, c'est pas marrant, vous allez voir. Hélas, Ah, c'est pas marrant. Tu vas du tout. plomber la soirée. Ouais, Super. je vais plomber la soirée, mais comme ça, on va prendre l'apéro. Ok. Avec notre fondation, on aide par exemple l'UNICEF à lutter contre la malnutrition pour les enfants. On a, c'est pas drôle, mais un enfant qui meurt de faim toutes les 11 secondes, qui décède dans le monde. Là, il y en a eu un paquet depuis qu'on a commencé, depuis que j'ai commencé à faire le clown tout à l'heure. En fait, il y a des chercheurs qui ont trouvé ce super truc. J'ai simplifié en disant beurre de cacahuète, c'est un petit peu plus technique que ça. Mais ce super truc qui coûte quelques centimes et 2 par jour pendant 3 mois, et un enfant est à nouveau sur les rails pour avoir une vie normale. Donc c'est des investissements qui sont minimes pour changer des vies par contre, mais de manière exponentielle. Ça c'est un de nos grands Everest, parce que hélas il y en a d'autres, il y a 2-3 autres choses à faire dans le monde en ce moment. Mais c'est de participer à ce truc-là, de le mettre en avant, de dire, voilà, faisons tous ensemble, ça c'est avec l'UNICEF par exemple, aidons l'UNICEF pour essayer de sauver des gamins. Il y en a un petit peu besoin. Voilà, j'ai tout plombé. Merci, bonne soirée. Rappelle-moi de ne pas t'inviter la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de passer à la prochaine étape? N'hésitez pas. De toute façon, c'est toujours comme ça. Moi j'ai une question. Ah, vas-y. Pour Constance. Allez, question pour Constance. Je continue, j'ai lu le livre, maintenant je peux pas m'arrêter. Donc c'est quoi les prochains sommets? Est-ce qu'il y a un retour en Alaska? Est-ce qu'il n'y a pas de retour en Alaska? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et dont on a le droit de parler, parce que j'ai compris qu'on n'a pas le droit de parler de tout. Oui. J'aimerais bien les avoir finis d'ici peut-être fin 2026 ou 2027. Les 3 restants. Ouais, c'est proche. Voilà. Oui, c'est proche. Ça a été fixé il y a 15 jours. Parce que jusque-là, j'étais un peu dans le flou de l'Everest et
forcément c'est dur de se remettre, le pied à l'étrier quand on a atteint un aussi gros objectif et qu'on sait que derrière les objectifs sont, c'est pas qu'ils sont plus petits, mais c'est qu'ils, quand même ils sont plus petits. Trop face. Trop face. Non, parce que ça peut quand même être, en montagne on ne sait jamais ce qui peut se passer et ça peut quand même être un échec, donc c'est jamais trop facile et n'importe quel projet dans la vie sera jamais trop facile en réalité. Et justement, quand j'avais sous-estimé le Denali la première année, je me suis pris le retour de flamme direct. Donc après, la montagne, la montagne et même de manière générale dans la vie, j'ai bien... faut rester toujours extrêmement humble et on ne sait pas ce qui peut se passer demain, donc il vaut mieux pas... comme dit, survendre des choses, parce que finalement, cette expédition, je n'avais pas réussi. Donc voilà, puis après, j'ai d'autres projets dans d'autres univers que la montagne. Et bon, de toute façon, c'est la semaine prochaine, donc c'est un peu si longtemps que ça, en vrai. Je serai au départ de Violette d'Orange au Havre, et voilà. Et donc, je vous dis pas la suite, mais je pense que vous avez compris la suite. Ah, attends, moi je sais pas de quoi on parle. Mais je pense. J'ai le droit de dire ou j'ai pas le droit de dire? Oui, de toute façon, Violette d'Orange, c'est la Ah oui, la navigatrice, oui d'accord, j'étais effectivement très loin. Le Vendée Globe. Ok. Voilà. Ok, génial. Puisque on a été très souvent cités ensemble dans des articles, dans des messages sur les réseaux et j'ai eu moi-même beaucoup de messages en lien avec Violette et donc on a eu beaucoup de marques et d'événements qui voulaient organiser cette première rencontre qu'on a décidé de faire que entre nous et ce sera donc la semaine prochaine. Voilà. Super. Bravo. Merci. Bravo. On va Très suivre contente, tout je suis très ça. honorée de la rencontrer parce que c'est un vrai aussi modèle pour moi. Excellent. Est-ce que vous avez une dernière question? Vous avez vraiment... Ah, je t'en prie. Vas-y. Constance, à quoi tu penses quand tu arrives en Everest? Ah ouais. Je pense que je suis à 2 doigts de mourir de froid et que... Non mais honnêtement, le sommet de l'Everest a été beaucoup moins en termes d'émotion. Enfin, ça m'embête de le dire, mais je préfère être vraiment très honnête. J'ai eu beaucoup plus d'émotions sur tous les autres sommets que sur le sommet de l'Everest parce que on a une météo qui a été tellement difficile qu'on a dû être physiquement... On a tellement donné, on est arrivé au bout de nos limites physiques. Et je pense vraiment que c'était le bout du bout. J'aurais pas pu aller plus loin que ça. Et en fait, quand on a trop donné physiquement, c'est hyper difficile d'être là mentalement. Et j'étais vraiment en transit froid. J'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie. Enfin, je me suis jamais sentie autant mourir. Enfin, même si je savais que j'allais pas mourir, mais c'était très très bizarre comme sensation d'arriver comme ça autant à ses limites. Et du coup, quand on est en mode survie, le cerveau fonctionne plus comme on aimerait, et surtout quand on arrive à 8000 mètres. Donc l'émotion était forte, mais j'ai pas du tout réalisé ce qui se passait, quoi. Tout s'est passé extrêmement vite, ça a été 15 minutes. Qui sont passés comme 1 minute et demie. Et puis on essaye de regarder autour de soi, on essaye de garder un maximum de tout ce qu'on est en train de vivre, sachant qu'en plus, les caméras ont tout à geler. Donc, il y a aussi un peu cette frustration, mais en soi, c'est pas très grave. Le plus important, quand même, c'est vraiment pas ça. Et voilà, et c'est après, quand on redescend, qu'on se rend compte, mais en fait, je trouve qu'on se rend même plus compte avec les gens avec qui on discute que soi-même. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à réaliser ce que j'ai fait, mais c'est plus quand les gens me le disent que du coup, je me dis « Ah oui, c'est vrai quand même. » Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, je me serais dit « C'est incroyable. » Mais comme c'est moi, j'arrive pas trop à me dire que c'est... Enfin, bref, On a du mal d'avoir du recul quand on est dans l'expérience. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, expérience extrêmement difficile. Et quand on voit certains articles que l'Everest, c'est touristique et que c'est trop facile de faire l'Everest,
Et pourtant, j'ai quand même fait des gros challenges et des trucs assez costauds. Je me suis dit que c'était quand même très difficile. Ouais. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une remarque, Constance. Au-delà de toutes tes performances incroyables, est-ce que tu te rends compte de comment tu peux illuminer cette pièce de toute cette sagesse et de toute ton humilité? Tu vois, j'ai même de l'émotion en te le disant. Est-ce que tu te rends compte de ça? Je sais pas quoi répondre. Je sais pas quoi répondre. Merci. La réponse est donc non. Non. Non, enfin merci, c'est gentil. Je pense qu'il est temps de clôturer cette table ronde. Merci à vous, merci à tous les trois d'avoir été là. Merci à vous pour votre présence. Constance, alors bien sûr ils sont tous les trois là, mais il n'y en a qu'une qui a écrit un livre pour l'instant. Donc Constance est là, vous pouvez, on a Chloé qui nous fait le plaisir d'être ici. Elle représente une librairie qui est juste à côté. Et donc vous pouvez, grâce à elle, acheter le livre ce soir et Constance se fera un plaisir de le dédicacer. Pour tout livre acheté ce soir, nous ferons un don de 5 € à l'association de Constance. Donc allez-y, ruinez-nous en en achetant plein. Ce sera vraiment avec grand plaisir. Et puis on vous retrouve pour boire un verre ensemble et aussi déguster le buffet. Merci à tous et à très vite.